Bonjour à toutes et à tous. Pour tous ceux qui sont en train de nous rejoindre, je vois que le compteur marche déjà. Vous êtes déjà plus de 100 à assister à cette matinale des leaders éclairés. Donc voilà, on va attendre un petit moment pour que tout le monde puisse avoir le temps de nous rejoindre. Et aujourd'hui, on va accueillir Florent Mengo, le président du groupe Michelin. Donc Florent, bonjour. Bonjour Marielle. On attend un petit peu, Florent, si vous le voulez bien, que tout le monde puisse se connecter. On a beaucoup de gens qui se sont inscrits. On a plus de 500 personnes qui sont inscrites. Donc, voilà, c'est très bel événement qui s'annonce. Et on attend que tout le monde se vienne. On a effectivement, bonjour Fernand, bonjour Camille, bonjour Franck, bonjour Lionel qui est dans le sud de la France. Voilà, je vois quelques personnes que je connais et plein d'autres. On a effectivement aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait plein de choses, plein de gens qui étaient même de l'étranger. Donc, on va avoir une dimension internationale aujourd'hui grâce au groupe aussi, grâce au rayonnement que vous avez international au travers du groupe Michelin. J'en profite pour ce moment-là de remercier effectivement les partenaires sponsors qui contribuent à l'événement au travers de leurs dons. Et je rappelle qu'effectivement, grâce à leurs dons, l'intégralité des bénéfices du Forum des leaders éclairés sera reversée à 3 associations pour l'insertion des personnes dans le travail, pour l'insertion des personnes en situation de handicap et la 3e pour effectivement l'accueil des personnes en vulnérabilité. Donc voilà, donc je les remercie d'avoir contribué à cet événement à travers leurs dons. J'en profite ici également pour remercier les partenaires médias qui nous accompagnent, le magazine Décideur qui est notre partenaire national, ainsi que le magazine Entreprendre, la presse locale avec Bref Écho, Lyon Décideur et RCF. Voilà, les institutionnels aussi qui, depuis le début, sont avec nous, comme le MEDEF, la CPME, et puis plein d'autres acteurs qui sont Family Business Network, qui sont les entrepreneurs décideurs chrétiens. Et on a beaucoup aussi, Florent, ça c'est intéressant, on a beaucoup aussi d'associations pour femmes décideurs. Donc, on a par exemple Femmes Ingénieurs, on a PWN aussi, et puis des femmes directrices financières. Donc voilà, donc de plus en plus, on a des écoles. Et il y en a une qui vous parlera parce que je crois qu'elle n'est pas très loin de chez vous, c'est le SC Clermont-Ferrand, qui est partenaire, et d'autres comme d'autres alumni qui nous accompagnent, comme IAE de Lyon aussi également. Donc voilà, donc maintenant, voilà, on va attendre un petit peu aussi parce qu'on est 185 participants. Merci à tous ceux qui se connectent et qui vont assister à cette matinale. Donc donc merci Eugénie, bonjour Hélène, bonjour Lionel, bonjour Barbara, bonjour Didier, bonjour Guillaume, Jérôme Rodriguez aussi, je vois des Lyonnais, je vois des gens qui sont partout sur la France et qui arrivent de plus en plus. Voilà, on est déjà 200 personnes pratiquement. Donc, ne vous préoccupez pas si vous voyez mes yeux qui bougent, parce que j'ai plusieurs écrans, et donc, regardez un peu ce qui se passe, je suis obligé de pas de souci, pas de souci. Alors, je vous rappelle qu'effectivement, j'ai souhaité que ces matinales soient vraiment en interactivité. C'est-à-dire que Florent, je vais commencer à lui poser des questions sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, hein, qui est donc le leadership et le modèle particulièrement de leadership que vous avez décidé pour le groupe Michelin. Mais vous avez la possibilité, je laisse la possibilité, et je vous invite à le faire, Florent, aussi de parcourir les questions des gens qui vont assister à cette matinale et qui vont pouvoir aussi vous répondre en direct, en fait. Et je crois que c'est important aussi d'avoir cette interactivité, d'autant plus qu'on en est un peu privé en ce moment, depuis quelque temps. Donc voilà, donc je vous encourage à le faire, et je vous encourage tous, justement, à pouvoir, au travers du chat ou au travers des questions que vous avez sur le côté, de pouvoir justement interagir avec Florent et lui demander toutes les questions que vous souhaitez vous poser au fur et à mesure de son intervention. Voilà, donc j'invite tout le monde à pouvoir le faire.
Je vous rappelle que la matinale à laquelle vous participez ce matin donc, s'inscrit dans le cadre du Forum des leaders éclairés que porte la Fabrique des leaders éclairés que j'ai fondée il y a 2 ans. Donc, voilà, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Et on va démarrer l'événement. Donc, j'enlève l'écran. Voilà. Donc, pour me présenter, bonjour à tous et rebonjour à tous qui continuent à arriver. Donc, moi, je suis Muriel Montagnier. Je dirige depuis 10 ans mon cabinet que j'ai fondé qui s'appelle HMR Consulting et qui est conseil en organisation et en management. On accompagne vraiment toutes les transformations individuelles et collectives à fort enjeu humain. Donc, on est vraiment au cœur de ces transformations. Donc, comme je vous le disais, la matinale s'inscrit dans le cadre du Forum des leaders éclairés qu'on a déjà démarré depuis le mois de janvier avec un cycle de matinale mensuel où on reçoit des dirigeants qui témoignent justement sur le leadership nouvelle génération, sur leur vision du leadership, sur comment ils ont effectivement intégré ce leadership dans leur entreprise et comment eh bien, on évolue et que le leadership d'hier n'est pas forcément celui qui répond aux enjeux d'actualité d'aujourd'hui et ni ceux de demain. Donc voilà, comment ces transformations, ils les effectuent pour eux et pour leur entreprise. Rapidement, j'ai fondé la Fabrique des leaders éclairés, donc, qui porte le Forum des leaders éclairés il y a 2 ans, pour répondre à 3 objectifs. Le premier, c'est éclairer les enjeux actuels de l'entreprise et apporter des pistes de solutions pour y répondre. Et ça, c'est la vocation du think tank qu'on a démarré au mois de janvier avec un petit groupe, effectivement, qui ne cesse de grandir, de dirigeants qui réfléchissent à l'entreprise, aux enjeux et qui essayent d'éclairer et d'apporter des solutions pour agir demain et trouver des pistes. Le sujet qu'on a choisi depuis le mois de janvier, c'est l'entreprise du l'éolien, comment recréer des liens qui soient porteurs de progrès, de profitabilité, de pérennité. Donc, vous voyez, tout un programme. Le deuxième objectif, c'était d'apporter du soutien, de l'aide à la vision, à la prise de décision aux dirigeants. Et pour ça, on lance à partir du mois de septembre, des clubs de co-développement entre pairs, entre dirigeants, à l'échelle locale, nationale et internationale, puisqu'aujourd'hui, avec les moyens qu'on a et de plus en plus, on va pouvoir créer ces cadres pour qu'on puisse continuer à grandir ensemble. Et puis le troisième objectif, c'était permettre aux dirigeants et aux équipes dirigeantes de révéler leur potentiel de leadership individuel et collectif pour déployer justement ces nouveaux modèles de leadership vertueux adaptés aux enjeux actuels. Et pour ça, on a créé dans la fabrique des parcours d'accompagnement coups humains qui bousculent les codes et une pédagogie holistique qui facilite et accélère vraiment et ancre les changements individuels et collectifs. Donc voilà ce qui nous anime au sein d'HMR Consulting et au sein de la Fabrique des leaders éclairés. Et voilà ce qui fait qu'effectivement, vous êtes aujourd'hui là à assister à cette matinale que va animer, puisque très rapidement, je vais lui donner la parole, Florent Mengo. Donc Florent, rebonjour. Bonjour Muriel. Bonjour à tous. Voilà. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, merci. Oui. Très bien. Je vais toujours très bien. Alors, je voulais raconter. Ah, ben ça c'est super, c'est vrai, je confirme. Alors, je vais vous raconter un petit peu pourquoi je suis allée vous chercher, Florent. Pourquoi vous? Parce qu'en 2020, j'ai assisté avec beaucoup d'attention à votre témoignage lors du Peter Drucker Forum, qui était dédié au leadership. C'était, si je me souviens bien, Leadership is Everywhere. Et lorsque vous avez évoqué votre vision du leadership, les transformations culturelles que vous avez mis en œuvre pour lui permettre de s'incarner auprès de 123 600 collaborateurs, je crois, du groupe Michelin, j'ai vraiment eu envie à ce moment-là que vous puissiez le partager et nous donner, si possible, quelques clés pour que tous ceux qui souhaiteraient suivre, emprunter ce chemin dans leur entreprise puissent le faire. Donc voilà, et je vous remercie très très sincèrement d'avoir répondu favorablement à cet appel parce que c'était vraiment ça. Quand je l'ai fait, je me disais, ok, tu le fais, tu oses, tu verras bien. Et vous avez vraiment eu la gentillesse de le faire. Donc vraiment, grand merci pour ça et de vous être mis au service, effectivement, de ce leadership et pour nous expliquer comment ça fonctionne. Avec grand plaisir.
Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, pour démarrer, c'est pourquoi promouvoir un modèle de leadership dans l'entreprise? Et puis, bien sûr, quel modèle? Alors, très rapidement, en fait, donc, je suis rentré chez Michelin il y a un peu plus de 25 ans. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir l'évolution de notre groupe et puis d'en prendre la direction. Ce que je me suis dit, c'est que les sujets qu'on avait été à traiter, le monde dans lequel on était projeté, la transformation fulgurante de la technologie dans laquelle, qui nous fait changer d'époque, dans laquelle il faut que Michelin arrive à se mouvoir. La question, c'est comment faire ça. Moi, j'ai la chance de diriger un groupe qui a 130 ans d'âge. Donc, la question, c'est comment on contribue modestement à le projeter dans les 50 ou le prochain siècle, 50 prochaines années ou le prochain siècle. Donc, ma conviction profonde, c'est de dire, au fond, si on regarde ce qu'est une entreprise, ça n'est qu'une collectivité humaine, des gens qui sont ensemble, qui décident ensemble de faire quelque chose. Et au fond, donc, ce qui est le plus important, c'est de faire en sorte que les personnes à l'intérieur de Michelin considèrent que Michelin, ce n'est pas uniquement une fierté d'appartenance. C'est au-delà, chacun puisse dire c'est mon entreprise, c'est ma boîte. Et donc, que chacun comprenne qu'il a un rôle indispensable à jouer, de l'agent de production en passant par la responsable du marketing, les dirigeants, mais aussi les commerciaux sédentaires, enfin toutes les personnes, la communauté de 124 000 personnes du groupe dans le monde considère qu'il est indispensable que cette entreprise Michelin, c'est sa entreprise. Et donc, la question, c'est comment on fait prendre conscience de ça à chacun. Une chose, c'est de dire, et une chose, c'est de mettre en mouvement l'entreprise, en mouvement toutes les personnes, toute cette communauté, pour qu'elles rentrent dans ce qu'on appelle en intelligence collective et prennent conscience de cela. Alors, ce qu'on a fait, c'est d'abord, pour y arriver, il faut déjà mettre en conformité les actes avec les paroles. Et donc, si on dit à chacun que l'entreprise Michelin, c'est son entreprise, il faut faire en sorte qu'au moment de définir ensemble notre modèle de leadership, il faut faire en sorte que chacun puisse avoir son mot à dire. Et chacun exprimer sa sensibilité et son envie. Et donc, on a, dès 2018, on a entamé un processus de consultation extrêmement large qui a impliqué plusieurs milliers, voire des dizaines de milliers de personnes, autour de cette question de, finalement, on devait résumer, quel est le modèle de leadership auquel on obéit aujourd'hui et quel est le modèle de leadership qu'on souhaiterait avoir. Donc, le modèle de leadership auquel on est arrivé collectivement, cette synthèse, on l'a exprimé à travers un mot, une expression qui s'appelle I care. I care, c'est le résumé, la concaténation de tout ce travail collectif et de toute cette projection vers le modèle de leadership auquel on aspire. Et donc, ce modèle de leadership, d'ailleurs, ce n'est pas une destination, c'est un chemin. C'est un chemin individuel comme un chemin collectif. Alors, I care, c'est cinq lettres. Donc, le I, c'est I comme inspiring. Donc, la question, c'est l'exemplarité et comment, moi, en tant que leader, je permets à chacun de comprendre dans quel chemin je m'inscris. Deuxième chose, c'est create trust, c'est le C. Creating trust, la confiance dans un monde de plus en plus volatile, de plus en plus incertain, qui accélère, qui est en mutation permanente. Il faut créer de la confiance dans la relation humaine à l'intérieur de l'entreprise. Et ça, c'est une des tâches complexes à laquelle je m'attelle tout particulièrement. Ensuite, l'awareness. L'awareness, c'est de comprendre que pour que l'intelligence collective puisse s'opérer, il faut que chaque personne comprenne qu'elle est en relation avec d'autres personnes et que Michelin se fabrique par la tâche de chacun, mais aussi de chacun en relation avec les autres. Et pour entrer en relation, il faut établir la relation. Et dans une relation, vous avez deux individus. Vous avez la personne à laquelle vous parlez,
avec laquelle vous interagissez, et puis vous avez vous-même. Et souvent, dans la relation, ce qui pêche, c'est qu'on projette sur l'autre, mais sans avoir conscience qu'on a projeté sur l'autre ce qu'on pense. Et donc, ça conduit souvent à des relations qui sont biaisées. Alors que ce soit des relations dans un cadre hiérarchique, managérial, mais aussi dans la relation. Donc, le plus important pour être un leader éclairé, puisque le thème de votre forum, c'est le leader éclairé, c'est déjà d'avoir fait une prise de conscience sur soi, un travail, un chemin personnel, de comprendre qui on est, quelles sont ses émotions, qu'est-ce qui nous motive, et donc de comprendre que dans la relation, on projette sur l'autre ce qu'on est. La quatrième lettre, c'est le R de Results. Une entreprise, elle est là pour non seulement faciliter le développement des personnes, non seulement pour s'inscrire dans une société, mais aussi, elle fabrique des résultats. Elle met en commun des ressources pour fabriquer des résultats. Et l'entreprise est une des meilleures constructions humaines pour fabriquer des résultats. Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre que le résultat n'est pas réellement négociable. Les autres dimensions non plus. Et dernier élément, c'est l'empowerment. C'est de faire comprendre à chacun qu'il a du talent. Et qu'il y a du talent dans chacun. Donc, dans l'entreprise, ce qui est important, c'est de faire en sorte que chaque personne dans son job comprenne ce qu'il a à faire, l'accepte, on accepte la responsabilité et puisse l'exercer. Et donc, d'inverser complètement toute la relation hiérarchique, de manière à ce que toute la hiérarchie se mette au service des personnes dans leur tâche au quotidien. Et donc, la responsabilisation, c'est un élément essentiel de notre modèle de leadership. Voilà, I care. Et ce modèle de leadership, il est dans le prolongement de la raison d'être de notre groupe. Pourquoi on est ensemble? Le pourquoi on est ensemble, c'est we care about giving people a better way forward. Offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. Et donc, nous le faisons à travers nos technologies, à travers les produits et les services que nous fabriquons, mais nous le faisons aussi à travers le développement des personnes qui interagissent avec nous, soit à l'intérieur de l'entreprise, soit à l'extérieur de l'entreprise. Nos clients, nos fournisseurs sont plus riches de la relation avec Michelin et on fait en sorte qu'ils soient plus riches dans leur relation avec nous que s'ils étaient sans nous. Voilà, donc notre modèle de leadership, c'est I care. Alors je pourrais en parler pendant des heures, donc je vais m'arrêter là. Est-ce que, alors moi, je vais me concentrer parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la confiance, en fait. Et donc, OK, mais je crois que dans l'ensemble des dimensions que vous avez données, le challenge est important. Chaque dimension a vraiment un challenge particulier, un enjeu particulier. Mais comment on fait concrètement pour travailler sur la confiance, en fait? Alors ça, c'est la confiance. Oui, c'est un processus très, très complexe. Ça démarre par déjà comprendre que la confiance, ça se donne dans l'entreprise a priori. C'est-à-dire qu'une entreprise ne peut fonctionner que si je fais confiance à l'autre dans le travail au quotidien qu'il effectue. Mais donc ça se donne a priori, mais ça se travaille au quotidien. C'est-à-dire que derrière, c'est une construction aussi. Et donc derrière, ça s'entretient, ça se bonifie, ça se construit. Et donc, il y a plusieurs éléments. Alors, un des premiers éléments, c'est de faire en sorte que tout le monde s'exprime. Vous ne pouvez pas avoir une relation de confiance si vous êtes dans l'évitement, si vous êtes dans le ruminement de choses qui ne vous plaisent pas dans la relation avec l'autre, et puis que vous n'arrivez pas à les exprimer. Et aussi en prenant conscience que soi-même, on est porteur d'émotions. On est porteur de tout l'acquis, toute la construction. Là, au moment où je vous parle, ça fait 59 ans que je vis avec moi-même et que je me suis construit. Je suis. Il faut s'accepter tel qu'on est et comprendre ses fragilités, les accepter et ne pas avoir peur d'exprimer ses peurs. Dans la relation de confiance, si vous commencez si vous commencez par dire à l'autre que vous êtes un être humain, que vous avez vous aussi vos fragilités, que vous aussi vous travaillez dessus, que vous les acceptez et que vous avez aussi des peurs et que finalement les peurs que vous ressentez
l'autre a probablement les mêmes. Et que plutôt que chacun agisse pour faire en sorte de se rassurer par rapport à ses peurs, mais quand on ne les a pas exprimées, ça peut conduire à des très gros malentendus. Donc, dans l'entreprise, favoriser l'expression, favoriser la discussion, favoriser l'expression des fragilités. Et une fois qu'on a exprimé d'ailleurs la fragilité, elle devient une force. Donc, c'est différents éléments. Alors, on est loin d'être encore arrivé à tout ça chez Michelin, mais on est en chemin et ça avance progressivement. Mais on reboucle quand même sur créer la confiance. Les autres lettres sont indispensables. L'exemplarité du dirigeant et des dirigeants, des managers, elle est essentielle. Si vous n'êtes pas exemplaire dans votre comportement, si vous ne montrez pas d'abord l'exemple dans votre situation managériale, dans votre situation de direction, comment voulez-vous que les autres vous fassent confiance? Surtout s'ils perçoivent dans votre comportement des fragilités, des faiblesses et que vous ne les assumez pas. Donc, la construction, la responsabilisation fait aussi partie de la confiance. Si vous laissez les personnes agir, si vous êtes convaincu que chaque personne a du talent, et que souvent, le problème, c'est que l'organisation, les processus empêchent la personne d'exercer ses talents. Derrière, vous n'êtes pas dans un climat de confiance. Et donc, la personne qui se sent bridée dans ce qu'elle pourrait faire, et si vous n'avez pas été clair sur vos attentes, derrière, la personne ne peut pas agir correctement. Et donc, ça, c'est vecteur de destruction de confiance. Et on s'aperçoit que dans l'entreprise, finalement, l'entretien, le développement de la confiance, c'est une somme de petits actes au quotidien. Et toutes les dimensions de high care sont sollicitées. Il n'y a pas que, on ne parle pas que de la conscience, on parle de tout ce qu'il faut faire autour pour construire ce climat de confiance. Alors, le dernier élément, c'est que ça démarre par le haut. Et on a démarré avec le comité exécutif en attaquant ce problème-là, et ça fait plus de 18 mois qu'on travaille, une fois par mois, quelques heures, sur cette question-là, en disant, OK, qu'est-ce qui s'est passé dans le mois précédent? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment, nous, en tant que comité exécutif, on a induit tel ou tel type de comportement? Est-ce qu'on a facilité la confiance? Et puis ensuite, on a travaillé avec le top 100 de l'entreprise, et puis progressivement, on incite chaque manager, chaque entité, chaque personne à travailler sur cette question. Et enfin, le dernier élément, c'est de dire, de projeter à tout le monde qu'en fait, il y a les leaders, il y en a 124 000 dans le groupe. C'est pas, le leadership, il n'est pas réservé à quelques personnes. Et donc, quand je vais en usine, quand je vais sur le terrain voir des collaborateurs, quand on se parle avec un collaborateur, avec un agent en usine, avec une personne sur la route qui fait du commerce, une personne du marketing, une personne dans l'administratif, quelle que soit sa tâche, quand je lui parle, on est à égalité. Deux personnes qui ont des responsabilités différentes dans l'entreprise, mais en réalité, c'est deux personnes humaines qui cherchent à exprimer chacune une chose vis-à-vis de l'autre et qui cherchent à faire la bien des choses. C'est comme ça que progressivement, on arrive à établir ce climat de confiance en adressant chaque personne comme étant une personne et pas comme étant un sujet ou un... Et j'aime pas d'ailleurs cette expression de collaborateur, je préfère d'ailleurs l'expression de collabore-acteur. En fait, on collabore en étant chacun acteur. Merci Florent. Donc ça veut dire que toutes ces dimensions se développent. J'aime beaucoup quand vous dites que ça se développe en top-down en fait, hein, enfin en top-down entre guillemets, c'est-à-dire que ça commence par la tête, hein, ça commence par la tête et ça doit se diffuser. Est-ce qu'il y a des endroits, et comment vous avez fait pour… est-ce qu'il y avait des endroits où c'était plus difficile justement de le faire? Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y avait des réticences? Qui était plus ou moins partant? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a on peut avoir des a priori, des fois on dit bah non, c'est les managers intermédiaires, ils sont plus résistants à tout changement. Comment est-ce que vous avez fait en sorte que tout le monde puisse être embarqué dans ces transformations? Oui, alors déjà on n'est pas rendu. Hein. On est en chemin, on est loin d'être arrivé à destination. Et il y a ici ou là des moments où… alors souvent, ce que je vois, c'est que quand ça ne prend pas, c'est que
la situation managériale, la personne qui est en situation de responsabilité a peur, mais qu'elle n'arrive pas à exprimer cette peur. Elle se dit, mais si jamais j'expose mes peurs, si j'expose mes difficultés aux personnes avec lesquelles je travaille, je vais me mettre en fragilité. Ou alors, la personne se dit, mais est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je vais y arriver? Et donc, derrière, elle va freiner, elle va rester sur le domaine du connu, alors que, en fait, de lâcher prise, c'est très difficile à faire. Hein. Lâcher prise et faire confiance, a priori, et laisser les personnes exercer leur talent, en définissant un cadre, bien sûr. Hein. C'est pas évident. Alors, quand je parle de définir un cadre, tout le monde ne sait pas très bien comment faire. Comment définir un cadre? Comment définir à ses équipiers voilà, le cadre de leur action? Donc, c'est un processus continu d'accompagnement. Alors, ce qu'on a fait pour tous les membres du comité exécutif sont coachés. Je suis coaché, chaque membre du exécutif est coaché, et puis le comité exécutif en collectif est coaché. Donc, et on le fait pourquoi? Parce qu'on se rend bien compte que là, on touche sur des questions, on touche à des questions humaines, profondes, de parcours personnel, de vécu, et donc il faut faire tout un travail sur soi. Et souvent, la relation hiérarchique, elle n'est pas adaptée. Et puis, il faut donc on est passé maintenant au stade quand même où, au comité exécutif, maintenant, on se coach de pair à. Donc là, on y arrive à peu près. Ensuite, le top 100, il s'est fait coacher aussi. Et on propose ce coaching à tous en leur disant, écoutez, on comprend que dans la relation hiérarchique, on n'arrive pas à tout se dire. Parce qu'il y a des enjeux, il y a des enjeux de développement de carrière, il y a des enjeux de relations. Donc, on propose ce coaching systématique. Et puis ensuite, on dit à chaque manager que c'est à lui, après, d'aider ses équipes à se coacher. Parce que ce que je constate au niveau culturel, après, vous avez des différences. La culture chinoise est différente de la culture américaine, de la culture française qui est différente de la culture italienne. Donc, chaque culture de pays, a ses sensibilités. Donc, derrière, ce qui compte, c'est d'adapter les principes et la philosophie plutôt que d'adapter une méthode là-dessus. Et progressivement, il y a une très bonne adoption. Donc, quand je vais en Chine, quand je peux y aller, ça fait un an que je n'ai pas pu y aller, malheureusement, mais quand je peux y aller, j'étais toujours fasciné de voir la manière dont ils adaptent ces principes pour les faire fonctionner en Chine. C'est fascinant. En Thaïlande, c'est un petit peu différent et c'est très intéressant. Mais j'ai vu, par exemple, le responsable syndical d'une usine en Thaïlande, c'est lui qui nous dit, non mais en fait, votre modèle de leadership, c'est pour tout le monde. J'ai trouvé ça génial. Et en fait, comment il y a eu cette démarche au départ de trouver ce modèle? Parce que des modèles de leadership, il y en existe. Hein, il y a le servant leadership, il y a différents modèles qui émergent. On en a un avec le leader éclairé qui ressemble beaucoup à Eker. Du reste, on en avait échangé là-dessus. Mais comment c'est émergé en fait? Pourquoi ce modèle-là plutôt qu'un autre en fait? Oui. Alors, en fait, bon, des bouquins de leadership, moi j'en ai lu des tas. Tout le monde, dans le management, on en a plein. Souvent, les coachs avec lesquels on a travaillé, ils nous ont amené leurs modèles, leurs idées. Et à la fin, moi, j'ai été très clair en disant, non, mais en fait, on va construire le modèle qui nous convient, à nous. Et donc, il va prendre plein de choses à l'extérieur, mais surtout, il faut qu'il parle à chacune des personnes de chez Michelin. Le modèle de leadership, ce qu'il faut, c'est que chacun s'y retrouve. Donc, le I care, comme notre raison d'être, elle dit we care, le I care, il résonne. Donc, c'est pour ça que les noms, on les a construits comme ça. Les chapitres à l'intérieur, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont certainement dans le modèle du servant leadership ou dans on s'est inspiré, bien sûr, de beaucoup de choses qui existent. Mais ce qui est important, c'est qu'on a fait travailler des milliers de personnes sur ces questions-là. Et que chacun a exprimé sa sensibilité. Et donc, aujourd'hui, chacun peut comprendre, finalement, chacun peut se l'approprier. Et le fait que ça ait été défini par nous, c'est plus facile à s'approprier
que si c'était un modèle qui était imposé par un consultant venant de l'extérieur. Même si à l'intérieur des chapitres, bien sûr, on est en matière humaine, on est sur les sciences humaines, on est sur des choses de base, dans la relation humaine. Bien sûr, on a probablement rien inventé. Mais on l'a mis avec notre recette à nous. Est-ce que, Florent, il y a un moment dans l'entreprise où on sent que c'est le moment de le faire? C'est compliqué ça à répondre. Moi, j'étais arrivé à la conclusion qu'il fallait absolument le faire. En fait, c'est une construction même plus large que ça. En fait, tout le problème de l'entreprise, c'est comment vous passez des enjeux à l'action. Comment vous faites pour embarquer tout le monde dans une transformation importante, parce qu'il faut transformer. Alors ça, c'était une urgence, c'était qu'en 10 ans, le groupe Michelin n'a pas pu croître, n'arrivait pas à croître. Alors, pour ta raison, il y avait des tas de secteurs en croissance, des tas de secteurs en décroissance, mais au total, il n'y avait pas de croissance. Et pour l'entreprise, ça devient un problème. Parce qu'il faut pouvoir proposer des développements de carrière à chacun, il faut pouvoir investir, il faut pouvoir faire plein de choses. Et quand vous n'avez pas de croissance pendant 10 ans, vous êtes en restructuration permanente. Et ça, c'est très mauvais pour le mental, pour le moral de tout le monde. Et puis, le monde, je suis sûr que vous l'avez noté aussi, à Lyon, à Clermont-Ferrand, on le voit encore mieux, le monde. Mais sûr qu'à Lyon, vous l'avez vu aussi, le monde, il se transforme à une vitesse incroyable. Et on est en train de vivre un passage fulgurant. Là, on quitte la révolution industrielle, l'ère industrielle, pour rentrer dans autre chose qu'on ne peut pas encore définir, mais là, on est dans un passage incroyable. Donc, l'entreprise, il faut qu'elle s'adapte, il faut qu'elle évolue, il faut qu'elle se mette en marche. Et donc, la question, c'est comment on passe des enjeux à l'action. Et donc, comment l'entreprise, pour que ça marche, il faut qu'elle agisse. Il faut qu'elle prenne en compte les enjeux. Alors, il faut d'abord comprendre pourquoi on est ensemble. Alors, pourquoi, il y a deux pourquoi. Il y a le pourquoi et le pourquoi. Donc, ça, c'est la raison d'être. Donc, c'est offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. C'est comprendre qu'on n'est pas simplement en train de fabriquer des pneus, mais on est aussi en train de fabriquer de la mobilité, on est en train de favoriser le progrès humain à travers les technologies qu'on met en place. Ensuite, il faut définir un rêve collectif. C'est quoi notre ambition? Et là, c'est pareil, on a fait travailler des dizaines de milliers de personnes dans l'entreprise autour du rêve collectif. Parce que le rêve collectif, c'est la somme des rêves individuels, des rêves d'équipe qui se transcendent en un rêve collectif qu'on s'est assigné. Et donc, on a défini notre rêve collectif à l'horizon 2050. Une fois que vous avez défini tout ça, vous n'avez rien fait en fait. Vous avez juste défini, compris pourquoi vous aviez plaisir à venir tous les matins au travail, vous avez compris ce que vous alliez fabriquer, vous avez compris vers quoi vous alliez, mais vous n'avez pas encore défini votre modèle stratégique. Votre modèle stratégique, c'est comment j'agence mes ressources, comment je motive les personnes et comment je leur explique en plus en détail ce qu'on va faire. Et tout ça ne marche pas si les personnes n'y adhèrent pas. Et il y a une expression de Peter Drucker qui est Culture eats strategy for breakfast. Si vous n'avez pas votre corps social, votre communauté humaine qui adhère profondément, vous arrivez à rien. Et pour qu'elle adhère profondément, il y a deux choses. Il faut qu'elle adhère à vos valeurs. Il y a des valeurs exprimées, puis des valeurs qu'on constate dans le fonctionnement de l'entreprise. Et puis, il vous faut un modèle de leadership partagé par tous et compris par tous. Et donc, une fois que vous avez tous ces ingrédients-là, là, vous êtes capable de passer des enjeux à l'action. Et donc, on a passé 24 mois ensemble à co-construire tous ces éléments-là. Vous avez co-construit, Florent, quand vous dites, et ça, je pense que c'est la clé de la réussite, vous expliquez que c'est un modèle co-construit, mais il est redescendu jusqu'au plus petit niveau de l'entreprise, en fait. Est-ce que vous avez plus vraiment… tout le monde était impliqué, vraiment tout le monde, parce que quand on parle de périmètre, généralement, ça peut s'arrêter au comité de direction, au management intermédiaire, et après, on décline une feuille de route. Mais est-ce que tout le monde a été vraiment concerné et tout le monde avait la parole? Alors,
tout le monde avait la possibilité de participer. Notamment au niveau des rêves. Moi, j'ai alors, chacun, c'était. Il y a vraiment des centaines de groupes de travail qui se sont mis autour de cette question du rêve. Et puis, moi, je me souviens d'une agente de production TAG qui exprime son rêve d'une puissance invraisemblable. Mais c'est un rêve personnel. Et donc il y avait dans les groupes de travail tout. Il n'y avait aucune notion de métier, de géographie, ni de hiérarchie. C'était vraiment mobilisez-vous pour travailler ensemble là-dessus. L'autre chose, c'est qu'on a travaillé, on a fait une enquête qui impliquait tous les salariés de l'entreprise autour finalement de la culture, de ce qu'ils percevaient comme étant la culture actuelle de Michelin, et de commencer à chacun puisse exprimer finalement qu'est-ce qui l'embêtait dans les comportements actuels et qu'est-ce qu'il voulait avoir dans les comportements à venir. Ça, on a eu 100 000 réponses qu'on a exploitées et qu'on a travaillées. Donc, il y avait, depuis le départ, je dis, tout le monde à dire, tous les sujets de l'entreprise, il faut laisser tout le monde travailler là-dessus. Et donc, vous avez des groupes qui se forment à tout le monde pour s'emparer de tous les sujets de l'entreprise. Alors, on n'y est pas encore, parce que je voudrais qu'il y ait encore plus de monde, mais on n'est pas du tout dans un exercice uniquement de la tête qui pense, des gens qui marchent. Ça ne marche pas comme ça. En fait, tout le monde a une tête, tout le monde a un cœur et tout le monde a des jambes. Et donc on sollicite chaque partie du corps de chacun pour travailler sur tous les sujets. Alors, le mouvement, il est en. On n'est pas arrivé. Et on a défini 6 transformations majeures partagées à l'échelle du groupe pour faciliter la compréhension de la transformation générale dans laquelle on était embarqué. Et en disant à tout le monde, d'ailleurs, c'est pas parce que je suis arrivé dans l'entreprise que le mouvement l'avait déjà démarré. Moi, j'avais déjà commencé à travailler avec Jean-Dominique sur ce sujet-là. Donc, mais de faire comprendre qu'une entreprise doit être constamment en mouvement, constamment en transformation. Il ne faut pas avoir peur de la transformation, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas rigidifier les choses. Au contraire, l'entreprise, c'est un organisme vivant. Il doit s'adapter en permanence. Notre environnement change en permanence, donc nous, on s'adapte en permanence. Il n'y a aucun problème. L'humain, depuis qu'on était dans les arbres jusqu'à maintenant, on s'est transformé en permanence. Alors, le paradoxe humain, c'est qu'on comprend qu'il faut s'adapter, il faut se transformer, mais on déteste ça. Mais on trouve qu'il faut se mettre constamment en déséquilibre. D'ailleurs, même la marche, c'est un déséquilibre permanent contrôlé. C'est incroyable. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on marche, vous êtes obligé de vous mettre en déséquilibre pour retrouver un autre équilibre. Donc, l'entreprise, c'est pareil. Donc, dans cette transformation, l'idée, c'est de dire, si chacun est indispensable pour fabriquer Michelin au quotidien, il faut impliquer tout le monde. Tout le monde a la possibilité de le faire. Et donc, par contre, j'attache une attention particulière aux éléments de blocage, c'est-à-dire des gens qui ne favorisent pas la prise en compte de chacun. Mais je peux vous donner certains exemples. Nos usines travaillent depuis maintenant quelques années sans chef les week-ends et la nuit. Il y a même une usine à Roanne qui a mis ça dans une salle de réunion. Je trouve ça magnifique. Donc, c'est les agents en usine qui ont écrit ça en gros dans les salles de réunion pour que tout le management de l'usine s'en rappelle. Ils ont marqué le manager s'occupe de nous et nous, on s'occupe du reste. Et je trouve ça excellent. C'est fort, c'est leur initiative, c'est génial, c'est super. Et vous voyez, donc ils ont dit, pour que vous vous rappelez de ça, on va mettre ça en salle de réunion. Donc, effectivement, donc, une prise de conscience collective, des actions, des transformations, hein, c'est ça, c'est la volonté de se transformer en permanence. Mais ça veut dire qu'il faut aller chercher il faut que chacun accepte d'aller faire ce chemin-là, en fait. Et j'allais dire, c'est pas facile parce que moi qui interviens à l'extérieur, ne serait-ce que des fois pour dire à des ensembles de COMEX, écoutez, c'est vous qui êtes le changement passe d'abord par vous avant de vouloir transformer vos équipes. Comment vous avez réussi à faire ce déclic-là, en fait, à faire en sorte que les gens prennent conscience qu'ils ont une transformation aussi personnelle à faire et qu'elle s'inscrit dans un collectif, en fait?
Alors, on travaille en permanence avec le comité exécutif. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai changé l'agenda du comité exécutif. On était beaucoup sur des tâches de revue de résultats, de reconnaissance. Et je leur ai dit, mais au fond, qu'est-ce qui est important? Et mon coach, qui s'appelle Vincent Lénart, il m'avait dit un jour, il m'avait dit, mais bon, regardez la poule et l'œuf. Vous savez, la question, c'est qu'est-ce qui est important? C'est de s'occuper de l'œuf ou de s'occuper de la poule? Et en fait, quand j'y réfléchis, il a raison. Et non, mais le problème, c'est de s'occuper de la poule. Et si on s'occupe bien de la poule, elle fera de beaux œufs. Donc, on a travaillé beaucoup avec le comité exécutif autour de ces questions-là. On a dit, finalement, nous, quand on regarde nos tâches dans l'agenda, on passe beaucoup de temps sur les œufs. Est-ce qu'ils sont de bon calibrage, ils ont la bonne couleur, est-ce qu'ils ont les bonnes protéines, enfin, tout ce qu'il faut sur les œufs, mais on ne se préoccupe pas de la poule. Or, au fond, si on veut avoir de beaux œufs, il faut d'abord s'occuper de la poule. Donc, on a décidé de changer ça. Première chose. La deuxième chose, c'est que on a changé physiquement notre travail. Donc, j'ai supprimé tous les bureaux individuels. J'avais un bureau magnifique, énorme, avec plein de barrières à l'entrée. Donc, il y avait mon bureau qui était la barrière ultime, mais il y avait après la porte de bureau. Et en plus, comme c'est très grand, il faut toujours arriver à l'intérieur. Et puis après, il y avait un barrage d'assistants ou d'assistantes, une réception, des grands couloirs, des trucs très, très importants. Donc, on a fait sauter tout ça. J'ai mis tout le monde, tout le comité exécutif avec nos assistants sur une même plateforme. Au départ, il n'y avait même pas de poste assigné, c'est-à-dire que quand j'arrivais, il y a un poste libre, je m'étais là. S'il n'y a pas de poste libre, pas grave. Donc, je me mets dans une salle de réunion et on a simplement des endroits où on peut s'isoler quand on a des appels à faire, ou des réunions avec des endroits où on garde le silence, c'est des endroits de concentration, mais des endroits de convivialité. Donc, on a repensé complètement notre géographie, notre espace de travail, comme dans une maison. Dans une maison, vous avez votre chambre qui est un endroit de repli, mais vous avez le salon, la cuisine, c'est un moment de convivialité. Donc, on a repensé tout l'espace de travail comme ça. Donc, ça a permis aussi aux membres du comité exécutif de comprendre que l'équipe première, c'était le comité exécutif. Que chacun avait des responsabilités, mais qu'ils étaient d'abord en équipe première du comité exécutif. On a refondu l'agenda, repensé l'espace de travail, et puis on s'est fait coacher. Et puis on est dans ce chemin. Alors, on est loin d'être arrivé. Je ne veux surtout pas donner des leçons, parce que plus on avance, plus on se rend compte de tout le chemin qui nous reste à parcourir. Et on est embarqué dedans, et aujourd'hui, le fonctionnement du comité exécutif a profondément changé. On passe énormément de temps en webcast, à communiquer largement et à prendre les questions telles qu'elles viennent, sans agenda, sans thème prédéfini, et à participer dans cet élan collectif de faire en sorte de prise de conscience que tout le monde a certainement des questions au quotidien à poser et que le comité exécutif, s'il est isolé dans sa tour d'ivoire, derrière, on n'est pas en symbiose avec ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, on est disponible. Et on a disponible notre temps. Et puis, du coup, ça favorise la responsabilisation. Parce que pour disponibiliser du temps des membres du comité exécutif qui sont par définition surchargés, si vous dites non, il faut que vous disposiez du temps pour que les gens pour que vous ayez une interaction avec les personnes, d'ailleurs, vous êtes obligé de responsabiliser. Et donc, il y a eu ce mouvement de responsabilisation beaucoup plus profond, démarrant par le comité exécutif. Ensuite, le top 100 s'embarque dans la même aventure, et c'est comme ça qu'on obtient la responsabilisation. D'accord, Florent. Alors, je reviens à une chose parce qu'il y a 3 personnes qui me posent la même question. Vous avez parlé des 6 transformations, Florent. Et en fait, est-ce que vous pouvez les reprendre? Parce que je crois qu'on en a une, mais est-ce que, voilà, pour clarifier les 6. Une essentielle qui s'appelle I Am Michelin. Si on devait en tenir qu'une, c'est I Am Michelin. Donc, I Am Michelin, c'est comprendre, faire en sorte que chacun comprenne qu'il est toute l'entreprise à lui tout seul. Et donc, que si dans son travail, il est relais à tout le monde. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est Agile Michelin. On a des problèmes de lourdeur, d'une entreprise comme la nôtre. Si on veut être efficace dans nos ressources, on est obligé de mettre des processus. Donc, on a mis en place des processus. Mais on est devenu souvent esclave du processus. Et le processus n'est pas un moyen d'optimiser les choses, mais il devient le but des tâches.
Donc ça, j'ai dit, on arrête ça. Donc il faut qu'on redéveloppe notre agilité. On est une entreprise très grande, très complexe, très large, qui opère. On a 20 métiers différents, 20 business différents. On a plus de 600 métiers à l'intérieur de l'entreprise. Donc notre taille, notre développement actuel induit de la complexité. Donc, il nous faut retrouver l'agilité. De retrouver l'agilité, c'est ça, un travail. Il faut travailler en permanence sur la simplification, sur la responsabilisation, etc. Une troisième grande transformation, c'est ce qu'on appelle All in Action for the Environment. L'environment, c'est de comprendre que la conscience collective que Michelin, dans son action, s'inscrit non seulement en protection de l'environnement, c'est-à-dire en économie de la ressource, des matières naturelles, des ressources naturelles, des matières premières, etc., mais aussi on s'inscrit dans une société. Une usine, c'est dans une ville, ça vit dans des communautés. Aujourd'hui, je suis à Clermont-Ferrand, je rencontre le maire de Clermont-Ferrand régulièrement. On est partie prenante d'une collectivité. Donc, All in Action for the Environment. Ensuite, l'autre transformation, c'est Data Driven Company. C'est de comprendre que la donnée est une opportunité, la technologie est une opportunité fantastique pour progresser, pour aller beaucoup plus vite, pour mieux faire les choses, pour permettre aux gens de se libérer, d'arrêter de faire des tâches nécessaires mais qui sont mécanistes. Et dès qu'une tâche devient mécaniste, il faut la mécaniser. Donc, Data Driven Company, c'est de faire passer la donnée du statut de coût à statut de richesse. Et moi, je dis dans l'entreprise, on a deux richesses. La première est humaine, et la deuxième, ce sont les données qu'on génère. Et il faut comprendre ces éléments. Donc, ensuite, vous avez. Alors, du coup, je vous ai cité 4. Là, ça me sort de la tête. Je vais vous laisser 2 minutes et je vais revenir dessus. Pas de souci. Je reviens à un autre facteur, justement, si on monte au plus haut. On va sur la gouvernance et l'actionnariat, j'ai une question là-dessus qui me dit est-ce que quand on doit faire des transformations comme ça, jusqu'où il faut avoir l'accord et c'est quoi l'implication des j'imagine qu'au-dessus, il faut avoir des actionnaires qui vous le permettent quand même, parce que ça prend du temps, parce que c'est peut-être parce que de dire ça a été changement de paradigme, hein, donc il faut les intégrer. Qu'est-ce qui a facilité? Est-ce que la gouvernance chez vous et l'actionnariat familial, puisque c'est cette question qui m'est posée, est-ce que c'est un élément facilitateur? Et puis au-delà de ça, est-ce qu'il y a des gouvernances qui sont plus facilitatrices que d'autres, à votre avis, Florent, pour le faire? Est-ce qu'on peut le faire dans toutes les entreprises, ce que vous êtes en train de faire, et ce modèle de leadership, par exemple? Alors, ma conviction profonde, c'est oui, bien sûr. Parce qu'en fait, en réalité, ma conviction profonde, c'est que les entreprises qui ne feront pas ça seront soit mortes, soit seront en extrême difficulté dans les années qui viennent. Pourquoi? Parce que le monde change. Alors, la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé, j'ai dit à tout le monde, j'ai fait une grande réunion en réunissant 2000 personnes dans le groupe, et je leur ai dit voilà, en fait, on a toujours fait ça, mais maintenant on l'exprime. C'est cette notion de tout durable. Donc, dans tout ce qu'on fait, il faut en permanence gérer le meilleur équilibre entre 3 dimensions. S'occuper du développement des personnes, c'est le for and through people. Deuxième, c'est de tenir compte des enjeux de la planète. Donc, c'est l'économie de la matière et de la ressource. D'avoir des propositions de valeur en permanence qui permettent de magnifier. Quand on prend 1 gramme de matière, la question c'est quelle valeur ajoutée vous mettez dessus. Si vous fabriquez du déchet, vous avez fabriqué 0. Donc ça, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas prendre 1 gramme de matière. Si vous prenez, il faut le transformer et y avoir mis de la valeur. Mais aussi, s'inscrire dans une société et donc vivre en harmonie avec la société. Vous avez ces 2 grandes dimensions, people, planète, et profit. Et à la fin, si vous ne faites pas de profit, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle doit dégager ses propres ressources pour pouvoir investir, pour pouvoir développer, pour pouvoir payer les salariés, pour pouvoir aider les salariés à se développer, pour pouvoir favoriser l'émergence des nouvelles technologies.
Et donc, cette dimension profit, elle se juge de deux manières. Est-ce que je crée de la valeur financière? Et est-ce que ma proposition de valeur gagne de plus en plus de clients? C'est-à-dire, est-ce que je gagne des parts de marché? Et donc, il n'y a aucun moment on oppose ces trois dimensions dans l'entreprise. Donc, j'ai dit ça au départ, j'ai dit voilà, mon contrat, c'est ça, pour tous. Et donc, la question, c'est pas traiter chacune dimension dans un silo, les unes après les autres, c'est de faire le et en permanence, à tous les niveaux de l'entreprise. Donc, là, quel que soit le métier, quelles que soient les choses, d'avoir pris en compte toutes ces dimensions. Et donc, quand je suis allé voir, bien sûr, le conseil de surveillance, puis je leur ai proposé une feuille de route stratégique par rapport à ça, en leur disant, voilà, moi, à la fin, vous me jugerez sur deux choses. Est-ce que j'ai mis l'entreprise en intelligence collective et est-ce que j'ai obtenu la croissance et les résultats qui permettent à Michelin d'assurer son futur, son devenir. Donc, c'est très simple. Alors, les deux choses sont simples à dire. Après, à orchestrer, c'est un peu plus complexe, etc. Mais oui, oui. Et le conseil, lui, il dit, Banco, si Florent, si tu crées de la valeur, si les gens sont heureux chez Michelin, et autour de tes fournisseurs et tes clients sont d'accord, ça se verra, tu vas gagner de la part de marché, tes résultats vont s'améliorer. Si les indicateurs, ça ne se fait pas au détriment des gens, et si ça ne se fait pas au détriment de ton environnement, comment voulez-vous qu'un actionnaire résiste à ça? Alors maintenant, après, il faut le faire. Il faut tenir la promesse. Après, bien sûr, moi, et donc ça, c'est ma responsabilité de faire en sorte que ça se fasse, ça se concrétise. Et moi, j'ai foi dans les gens. Et je peux vous dire que les réactions des personnels de Michelin, elles sont extraordinaires. Je suis même bluffé tous les jours par ce que je vois. Donc voilà. Et alors maintenant, ici ou là, bien sûr, on a des tas de problèmes, il y a plein de trucs qui ne marchent pas, mais heureusement, sinon on ne serait pas là. Alors justement, j'ai une question aussi qui nous vient des gens qui assistent à cette matinale, donc qui me disent c'est quoi les KPI que vous avez mis en œuvre, si vous en citez quelques-uns, parce que comme vous dites, il y a ces trois people, profit et planète, en fait, qui doivent être alignés dans le « et ». Qu'est-ce que vous avez en ligne de mire tout le temps? Alors, on a défini ce qu'on appelle une balance scorecard stratégique. Donc, on a les trois dimensions. Donc, on a 4 indicateurs pour chacune des dimensions. Donc, people, on a 4 indicateurs. Profit, 4 indicateurs. Planète, 4 indicateurs. Donc, je ne vais pas vous citer vous avez fait la multiplication, hein, ça fait 12 indicateurs. Je ne vais pas vous citer tous les 12, mais on a défini des indicateurs composites sur l'environnement, par exemple. Donc, sur l'environnement, on doit économiser l'eau. J'ai dit à toutes nos activités, j'aurais dit, quand on prend de l'eau pour faire nos activités de service ou de production, l'eau qu'on prend doit être on la mesure dans un état, et bien on doit la rendre dans un état meilleur. Donc, de manière à ce que notre activité ait un impact positif sur l'eau. On doit y faire attention. Donc, on a un indicateur composite sur la planète qui comprend la consommation d'eau, les émissions de CO2, donc des gaz volatiles, la minimisation des effets de serre avec le contrôle du CO2, etc. On a des indicateurs composites aussi sur, par exemple, la diversité et l'inclusion. On a défini notre propre indicateur qui regroupe le fait que, est-ce qu'on a le taux de féminisation adéquat? Et là, on est en retard, même si dans le management, on a beaucoup progressé. Donc, j'ai 40% de femmes dans le comité exécutif maintenant, dans des fonctions opérationnelles. Je m'en réjouis, ça marche très bien. On a à peu près 38% dans le top 100, mais c'est en dessous, on n'a pas assez de femmes. Donc, je suis ravi qu'il y ait des femmes, des ingénieurs, voilà, parce qu'on manque de femmes ingénieurs. Et voilà, mais on a aussi des indicateurs sur le handicap, on a des personnes en situation de handicap, on a des indicateurs aussi sur l'inclusion. Est-ce que notre système est un système qui n'est pas élitiste? Donc, on fait très attention à ne pas avoir de phénomène de clanique ou de caste
issus de tel type d'école ou tel type de choses, tel parcours. Donc, l'origine de parcours des personnes reste à l'entrée. Et une fois que, après, on a affaire à des personnes qui se développent dans l'entreprise et qui font des choses. C'est ça qu'on regarde. Plus que l'origine, la provenance, etc. Et donc, on favorise aussi les parcours. Il y a beaucoup de gens qui sont à des postes maintenant très élevés et qui sont issus de milieux très défavorisés. Et ça, c'est une grande fierté. C'est-à-dire qu'on dit, on veut que Michelin représente le monde et nos clients. Si on ne s'adresse pas qu'à certains clients, on veut être citoyen du monde. Et donc, les gens qui font Michelin au quotidien soient le reflet de ce monde. Donc, on a ces indicateurs-là, mais on a aussi des indicateurs sur la création de valeur. Donc, là, j'ai dit, on va faire beaucoup d'acquisitions dans les années à venir. Il va falloir non seulement les intégrer, mais ensuite, il va falloir se les payer. Pour pouvoir se les payer, il faut dégager de la valeur. Donc, on a des activités qui sont en phase d'optimisation, qui sont très mûres et qui sont en phase d'optimisation, et des activités qui sont en phase de développement. Donc là, il ne s'agit pas de les optimiser aujourd'hui, il s'agit de etc. Donc, on a toute une série d'indicateurs. Je ne vais pas vous citer les 12, mais on a 12 indicateurs qui sont rangés dans les 4 domaines, people, profit, planet. Alors, je vais prendre d'autres questions. Merci, Florent, pour les KPI. D'autres questions, on me demande surtout, il y a beaucoup d'interrogations sur le comment. Donc là, on voit qu'on a des dirigeants d'entreprise qui se disent, mais comment je fais pour mon entreprise aussi? Donc, notamment, comment est-ce que vous développez l'agilité dans un grand groupe? Et la deuxième question, je vais en faire 2 qui se rejoignent, c'est justement à l'échelle nationale, et on disait, alors que ce soit Clermont ou Lyon, c'est plus facile, mais quand vous êtes présent dans 20 pays au monde, comment vous faites vraiment pour que tout le monde puisse, comment on fait pour réunir toutes les mentalités, les modes de management différents, et comment vous faites pour piloter tout ça en fait, et faire en sorte que tout le monde soit au diapason au même moment en fait? C'est une des questions qui nous est posée. Oui. Alors, en fait, Michelin est présent dans 174 pays. Donc, Wow. Je comprends bien cette question. Et donc, en fait, il ne faut surtout pas arriver avec une recette. Il faut arriver avec des principes. Et il faut remonter les principes à l'humanité. L'humanité, elle transcende les frontières, elle transcende les origines, etc. Après, la culture, c'est des choses qui se sont construites. Et d'ailleurs, nous, on ne travaille pas sur la culture, on travaille sur les comportements. La culture, c'est un résultat. C'est qui vous êtes à un instant T avec des tas d'ingrédients. Et donc, on peut agir sur les comportements. Mais sur la culture, c'est compliqué. Donc, on va prendre la culture sécurité, par exemple. Si vous dites notre culture sécurité n'est pas suffisante, vous obtiendrez 0 résultat. Si vous dites je ne veux pas que les personnes se fassent mal quand elles font leur travail. Vous dites ça dans toutes les usines, vous leur dites voilà, vous allez mettre en place des systèmes qui font en sorte que les personnes, quand elles travaillent sur une machine, ne se fassent pas mal. Ça transcende les cultures, ça. Vous agissez sur les comportements. Vous ne dites pas comment vous voulez que ça se fasse. Vous dites le résultat à obtenir. Vous dites je ne veux pas que les personnes se fassent mal quand elles sont au travail. Et après, vous laissez la Chine faire ça à sa manière, la Thaïlande faire ça à sa manière, et puis vous avez défini un jeu de valeurs. Vous dites, oui, mais ça doit se faire dans le respect des personnes. Une de nos valeurs essentielles, c'est le respect des personnes. Et la deuxième, c'est le respect des faits. Donc, ça doit respecter les faits, puis ça doit respecter les personnes. Donc, si vous mettez en place un système coercitif qui fasse en sorte que les gens soient en sécurité, mais qui ne respectent pas les personnes, ça ne marche pas. Donc, on travaille beaucoup sur quel est le système de valeurs qui transcendent les cultures. Doit être compatible, bien sûr, mais en général, ce sont les valeurs propres à Michelin que Michelin souhaite promouvoir. Elles sont assez universelles, elles sont proches des valeurs humaines. Puis la deuxième chose, vous définissez, vous n'êtes pas sur la manière. Trop souvent, on a appris à un manager se rassure quand il traite le comment. Alors qu'en fait, il faut qu'il passe beaucoup plus de temps à définir le quoi. Pourquoi. Avec le 2 sens du pourquoi.
Et pareil dans tous les pays. Et ça, c'est assez universel. Alors après, derrière, on fait des enquêtes. On se dit, est-ce que ça se passe ou ça ne se passe pas? Et après, on constate. Moi, je vais très souvent sur le terrain avec les membres du comité exécutif. On va voir comment ça se passe au quotidien. Et vous voyez très vite si ça se produit ou si ça ne se produit pas. Et une chose que je regarde toujours, par exemple, c'est le regard des individus. Est-ce que les personnes vous regardent? Est-ce qu'elles fuient votre regard? Et si vous parlez de responsabilisation, vous allez avoir une personne en face de vous qui va vous regarder, parce qu'elle va voir en vous une opportunité d'exprimer quelque chose, elle va avoir envie de vous dialoguer avec vous. Quand les personnes fuient du regard, qu'elles ne veulent pas vous regarder, et que vous avez visité une usine et puis que vous voyez tous les agents de production qui cherchent à éviter de se retrouver en face de vous, vous savez que vous avez un problème. Et donc là, on prend le management, on dit, mais c'est pas bien compris. Pourquoi les gens ne posent pas de questions? Pourquoi les gens fuient quand on est là? Qu'est-ce qui se passe? Et en général, quand on gratte, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas fait ce travail. Et après, on ne juge pas le travail qui a été fait, on dit, mais de quoi tu as peur? Pourquoi tu n'es pas parti là-dedans? Et alors, explique-nous, qu'est-ce qui te fait peur? Et là, on va travailler ensemble sur comment t'aider à affronter cette peur. Et à faire en sorte que, du coup, cette inhibition que tu crées dans le management, faire en sorte que tu désinhibes ça. T'aider toi. Donc, Laurent, si je comprends bien, des principes plus que des boîtes à outils, en fait, plus que du comment. C'est vraiment édicter les valeurs en point en référent, en fait, hein, comme une vigie, en fait. Et puis, derrière, des principes et une liberté de s'exprimer dans ces principes sur le comment, en fait. Exactement. Et puis, définir un cadre assez clair, avec les principes et les résultats à obtenir. Les résultats à obtenir. Et souvent, il y a une grande confusion, parce que quand on parle de responsabilisation, les gens se disent, ouais, mais il y a des... Moi, j'ai souvent en entreprise des gens qui disent, non, mais là, mais tu ne me laisses pas faire ce que je veux faire. J'ai dit, mais non, mais tant que tu es dans le cadre, ça va. Mais quand tu sors du cadre, il faut qu'on se mette d'accord. Parce que là, c'est plus dans le mandat qui t'est donné. Donc, la responsabilisation, elle se fait dans un cadre. Et puis, la responsabilisation aussi, elle se fait avec, derrière, la prise en compte de résultats. C'est-à-dire que derrière, avec la responsabilisation, vient aussi la responsabilité. Et donc, là, il faut être très, très clair. Et donc, il y a un niveau d'exigence énorme associé à ça. Et donc, il y a énormément de bienveillance, énormément d'exigence. Et les deux vont ensemble. Ça veut dire redéfinir ça veut dire que la mission de chacun, puisque ça veut dire définir un cadre, ça veut dire que chacun doit être clair sur son niveau d'autonomie, en fait, pour être responsable dans son niveau d'autonomie. Ça veut dire que vous avez été obligé de faire ce travail-là aussi, ou il était déjà clarifié? Ah oui, non, mais ça, on le fait en permanence. On précise en permanence. Et quelquefois, on n'a pas suffisamment précisé le cadre. Alors, du coup, et c'est pour ça qu'on revient sur cette notion qu'il faut que les personnes prennent la parole, le speak-up. C'est essentiel. À un moment, c'est de se dire, et si on veut que chaque personne représente tout Michelin, une personne à un moment doit se dire, non mais là, est-ce que là je ne suis pas clair, est-ce que je suis dans le cadre ou pas? Il n'y a aucun problème à poser la question. Au contraire, quelquefois, on n'a pas été suffisamment précis dans le cadre, donc il faut le préciser. Comment vous faites pour développer la créativité? Parce que vous êtes une entreprise innovante, en fait. Enfin, en tout cas, vous êtes obligé d'être innovant et vous l'êtes aussi avec précurseur sur certaines choses, dans certains domaines, dans beaucoup de domaines. Comment vous avez développé? Parce que ça aussi, c'est pareil, c'est pas une injonction. On ne demande pas aux gens, soyez créatifs, quoi, en fait. Comment vous y prenez? Ce que je dis aux gens, si vous pensez que c'est bon pour Michelin, faites-le. C'est simple. Hein. En donnant des permissions. En donnant des permissions, en donnant des autorisations, en valorisant ce qui est fait, en disant, mais toujours dans cette idée de dire, si c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour votre équipe ou votre entité, il faut que ça soit bon pour le groupe. Si vous êtes convaincu que c'est bon pour le groupe, allez-y, faites-le. Et pour être sûr que ce soit bon pour le groupe, il faut que vous ayez pris le temps de
comprend, est-ce qu'il n'y a pas une autre équipe qui a déjà travaillé sur le sujet? Est-ce qu'il n'y a pas une autre personne qui pourrait vous aider? Est-ce que vous êtes bien dans le cadre, dans un cadre qui convient? Donc, c'est ce qu'on appelle le DRIVE process. C'est qu'une personne comprenne qu'elle n'agit pas toute seule. Mais après, si elle est convaincue que c'est bon pour le groupe, il ne faut pas qu'elle attende des autorisations, qu'elle le fasse. Et donc, on encourage les gens à le faire. Alors après, on a une entité avec une personne qui est responsable de cette entité, dont le sujet, c'est de favoriser l'innovation dans le groupe. Dans tous les départements. Donc lui, il parcourt les usines, les centres de recherche, les unités marketing. Il a un mandat avec ses équipes. Son sujet, c'est promouvoir l'innovation. Et on a défini un comité au niveau du groupe qui va regarder est-ce qu'on a suffisamment d'innovation dans le groupe est-ce qu'on est suffisamment créatif et si on n'est pas créatif, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et alors après, je parle de l'innovation par rapport à la créativité. Il y a souvent beaucoup de gens qui ont des idées. L'entreprise, il faut qu'elle soit innovante. Et innovante, c'est d'avoir ramené une idée et que cette idée ait rencontré un client. Et que ce client l'achète. Et ça, c'est souvent, il y a beaucoup de créativité, et ça fait de l'émulsion. Alors, il en faut. Il faut aussi être capable de l'amener jusqu'à un client, que ce client accepte de le payer. Donc ça, c'est un processus aussi qu'on gère et qu'on entretient en permanence. Et on favorise, donc on a plein de choses. Alors, on a des personnes qui travaillent qui accompagnent des startups. On a différents business models à l'intérieur de l'entreprise. On a des choses qui sont très centralisées, des choses qui sont extrêmement décentralisées. Donc on favorise tout ça et on dit il n'y a pas un modèle type. Ça, c'était sur l'innovation. J'ai des questions sur… je reprendrai justement, c'est quoi les valeurs? Parce qu'on a vu les 3 piliers. Et ces valeurs, à part le respect, j'ai compris qu'il y en avait une. Vous avez 5 valeurs de respect. Ouais. 5 valeurs de respect. Donc le respect des personnes, le respect des faits, le respect des clients, le respect de l'environnement et le respect des actionnaires. Donc, on retrouve les 3 grandes dimensions, les people, profit, planet. Simplement, le respect des faits est une chose supplémentaire, c'est-à-dire que derrière, il faut accepter que les faits disent autre chose que ce qu'on pense. Et souvent, on réagit par rapport à son ego ou par rapport… Et là, chez nous, il n'y a pas de question d'ego, ce n'est pas des questions politiques. Si les faits démontrent autre chose, on va suivre les faits. Donc, ça m'arrive de me tromper, ça m'arrive d'avoir des idées, ça ne marche pas et qu'à l'épreuve des faits, on reconnaît, on est humble vis-à-vis des faits. Donc tout ça se fait, alors à l'intérieur de chaque module, on a précisé ce qu'on voulait dire. Dans l'aspect des personnes, dans l'aspect des faits, dans l'aspect des actionnaires, on a précisé ce qu'on voulait dire. Ce système de valeurs, il est connu partout, dans mon bureau, c'est que ça. Il est juste 5 valeurs de respect. Et ce n'est pas un respect statique, ce n'est pas respect. C'est le respect, c'est la prise en compte dans tout ce qu'on fait, du fait qu'on a un impact. Et que donc, il faut maîtriser cet impact. Il faut faire en sorte que ça se fasse en harmonie avec ces 5 dimensions. Quand vous parliez tout à l'heure, et puis c'est le sujet de la matinale, c'est un leader, c'est celui qui donne le pouvoir à ses équipes. Il y a une notion de pouvoir. Ça veut dire qu'il faut accepter, et vous parliez tout à l'heure de l'humilité, ça veut dire qu'il faut, ou d'ego en fait, ça veut dire que quelque part, il faut accepter d'être, quand on donne le pouvoir, ça veut dire qu'on accepte d'en perdre un petit peu. C'est quoi ce changement? Enfin, est-ce que ce cap-là, il faut l'avoir avant, ou est-ce qu'on peut le travailler? Oui, c'est intéressant ça, parce que en fait, cette notion de pouvoir, elle change fondamentalement avec la technologie. Pendant des siècles, le pouvoir, c'était celui qui avait l'information. Et donc, je tirais mon pouvoir du fait que je créais dans mon organisation un système dans lequel j'étais le centre
le récipiendaire de toute l'information et je la redistillais. C'est comme ça que j'exerçais mon pouvoir. Parce que derrière, ayant l'information, je pouvais la donner en morceaux, en entièreté, au moment où je voulais, à qui je voulais. Mais ça, avec la technologie moderne, là, vous avez, à l'intérieur de ça, là, vous avez toute la science du monde. Je cherche n'importe quoi, j'ai la réponse là. Mais dans l'entreprise, c'est pareil. Donc, quand le système de pouvoir qui était établi sur un modèle très pyramidal dans lequel d'ordre, de commande, et puis je distille l'information et c'est comme ça que je reçois mon pouvoir, exploser ça. Et les générations modernes, les jeunes, quand vous vous adressez à eux comme ça, ils vous regardent comme un ovni. Ils vous disent, mais attendez, je me dis ça, mais j'ai regardé sur mon téléphone, là, je vais vérifier si c'est vrai. Et puis, ils sont habitués à interpeller tout le monde comme ça, et ils ont envie de participer. Et puis, les jeunes, dans le monde hyper complexe dans lequel ils sont projetés, où les choses vont à toute vitesse, changent en permanence, ils ont besoin de sens. Donc, ils se retournent vers le management en disant, mais attends, ne me donne pas d'instruction, mais explique-moi le pourquoi des choses. Donne-moi le sens de mon action. Valorise. Explique-moi en quoi ce que je fais est valorisant. Et donc, il y a un changement très profond dans les mentalités. Alors, chez Michelin, on a plus de 50% de nos effectifs qui sont des milléniaux. Donc, on est confronté à ce sujet-là en permanence. Et donc, aujourd'hui, la question, c'est pas est-ce que le nombre de personnes que je dirige, c'est le nombre de relations que j'entretiens. C'est est-ce que j'ai facilité la relation ou pas. Et mon pouvoir ne s'établit pas en gérant le potentiel de la relation. Moi, je dois être tout le temps en train de favoriser la mise en relation. Et puis, un système dans lequel je serai indispensable, c'est dramatique. S'il m'arrive quelque chose, c'est dramatique. C'est idiot. Il ne faut pas que l'entreprise soit arrêtée parce que je ne suis pas là. C'est débile. Et après, je deviens, sur un système comme Michelin, je deviens moi-même à ce moment-là, si je considère que je suis la personne indispensable du groupe, je deviens un point bloquant. Et toutes les décisions remontent à moi, et en plus, je suis incompétent sur la plupart des sujets. Donc, et les personnes qui sont devant leur machine, dans leur usine, sur un terrain commercial, etc., en général, ils en connaissent 10 fois plus que moi. Donc on peut construire la relation et l'organisation sur un modèle hiérarchique. La hiérarchie, elle s'établit en fonction de la tâche, elle s'établit en fonction du projet, elle s'établit en fonction du moment, elle s'établit en fonction de l'urgence, mais elle ne s'établit pas en fonction de la dénomination d'une fiche descriptive de poste. Alors, et donc moi, mon pouvoir, c'est d'amener le groupe à prendre conscience. Ça, c'est mon vrai pouvoir. Parce que finalement, j'ai une audience forte. Parce que la nature de ma responsabilité fait que les gens vont m'écouter. Ils vont plutôt m'écouter. Si je dis trop de bêtises, ils vont arrêter de m'écouter. Mais par fonction, ils vont m'écouter. Et donc, mon pouvoir, c'est ça. C'est mon pouvoir d'influencer, de faire comprendre, de faire émerger, de faire prendre conscience aux gens. C'est ça mon pouvoir. Et donc, je dis à tous les managers, si vous dites, si votre pouvoir, vous l'établissez par rapport à votre carte de visite, vous n'avez rien compris. Votre pouvoir, il naît de votre capacité à apporter aux gens tout ce qu'il leur faut pour magnifier leur talent. C'est ça votre vrai pouvoir. C'est ça votre... Et donc, tout le monde n'y arrive pas, mais tout le monde a le talent. Donc, on change aussi la manière dont on organise les choses. Alors, si vous me demandiez de vous expliquer l'organisation de Michelin, je serais embêté. Parce que de plus en plus, Michelin s'organise comme un cerveau. Si je vous demandais de décrire comment fonctionne un cerveau, c'est plein de neurones qui à se connecter, à se faire, se défaire. Donc, moi, il y a plein de trucs dans l'organisation où je dis, laissez-les faire. Laissez-les s'organiser.
Vous leur dites ce qu'il y a à faire, suffisamment intelligents pour savoir ce qu'ils vont faire. Vous leur donnez les paramètres, vous leur donnez le périmètre d'action, et en général, c'est comme dans une équipe de foot ou de rugby. Si chaque joueur attend l'instruction du coach ou d'un chef pour prendre la balle et pour décider ce qu'il va faire, c'est sûr d'être cuit là. Donc, vous avez des règles du jeu. Et dans les règles du jeu, une équipe, vous donnez quelques éléments tactiques en disant, voilà, dans une séquence de jeu, souvent ça marche bien comme ça, etc. Et après, il faut qu'il fasse confiance à l'autre joueur. Et au rugby, souvent, il passe la balle, il fait le choix de dire que la personne est là, il ne l'a pas vu. Il dit, le gars, il a compris ce que j'allais faire, et donc, il sera là. Donc, quand il passe la balle, et par miracle, enfin, c'est pas par miracle d'ailleurs, c'est génial, parce que souvent, le gars est là. Et donc, c'est des séquences de jeu formidables. Dans l'entreprise, c'est pareil. Donc, derrière, il faut l'organisation, la légitimité dans un poste, c'est pas la carte de visite, c'est pas l'étiquette qu'il y a sur la porte. Il n'y a plus de porte. Et donc, on n'assoit pas son pouvoir. Son pouvoir, il grandit simplement par sa capacité et à être porteur de sens pour les gens. C'est ça, donc, ça change complètement les référentiels. Et un manager, maintenant, un manager, pour moi, il a 3 positions de curseur. Il est en commande et contrôle, et il y a certaines situations dans lesquelles il faut savoir donner des ordres. Quand il y a l'incendie dans la pièce, là, le sujet, c'est pas de se dire « Ah, mais tiens, mais qu'est-ce qui a fait l'incendie ?» Mais il s'agit de l'éteindre. Donc là, on se met en ordre de bataille. Et ça, maintenant, c'est très faible dans l'entreprise. Cette partie-là est très faible. Après, vous avez le manager ressources. C'est la personne qui va aider la personne à comprendre, faire des choses, disponibiliser les ressources financières, les machines, la technologie, etc. Et puis, vous avez le manager porteur de sens. Celui qui va expliquer pourquoi la personne va réussir, pourquoi la personne, quel est le sens de l'action, qui va donner un référentiel commun, qui va permettre aux gens de comprendre, qui participent à la construction d'un objet beaucoup plus large que la simple tâche qu'ils exécutent. Et le manager de demain et d'aujourd'hui, il est en permanence en train de faire bouger son curseur entre ces 3 valeurs. Et moi, je regarde un manager dans sa capacité à faire bouger son curseur. S'il est bloqué sur une seule chose, ça ne marche pas. Si vous êtes uniquement dans le porteur de sens, ça ne fonctionne pas. Il y a des moments où ramener tout au sens profond, c'est bien, mais en ce moment, on devient philosophe. On n'est pas forcément manager. Être ressource, si on est constamment en ressource, ce n'est pas suffisant. Je suis constamment à ton service, ça ne marche pas non plus. Et puis, si je suis constamment dans le commande et le contrôle, non plus. Il faut pas adapter à ça. Et la plupart des situations sont pas adaptées. Alors, nous, c'est vraiment c'est très intéressant. Ça résonne beaucoup, Florence, ce que vous dites, parce que nous, on l'exprime au travers d'un leadership en 3 dimensions, en fait. Et cet équilibre-là que vous êtes en train de décrire, entre la dimension de la puissance, celle qui engage, en fait, et comme vous le disiez, l'engagement collectif que vous avez permis de se mettre en œuvre, en fait, l'engagement, le sens, le leadership de sens, et puis la présence. La présence, c'est par l'écoute, ce que vous disiez tout à l'heure, mais en quoi, j'aimerais que vous me disiez comment elle s'incarne cette présence, en fait. Est-ce qu'elle est présente chez vous, chez vos collaborateurs? Est-ce qu'elle est favorisée ou pas? C'est-à-dire la capacité d'être à l'écoute de l'autre, à l'écoute de soi, et d'être, parce qu'on est tous confrontés à ça, il y a une accélération du temps qui fait que se mettre à la disposition de quelqu'un, c'est aussi être en capacité de l'écouter, de se poser, et ça manque profondément, en tout cas dans les entreprises, pour la plupart. Est-ce que comment vous incarnez ça? Enfin, est-ce que c'est important pour vous et comment vous le mettez en œuvre? Oui, alors je vais me donner, quand je suis rentré chez Michelin, j'avais été interviewé par Edouard Michelin, et il m'avait dit, vous savez, mon père dit, la nature est bien faite, parce qu'en fait, elle nous a donné 2 oreilles et une seule bouche. Et il faut toujours respecter cette double dimension de l'oreille par rapport à la bouche. Et souvent, on a l'impression qu'il y a 2 ou 3 bouches et il n'y a pas d'oreille. J'ai été marqué par ça et c'est profondément vrai. Ce qu'il faut souvent, c'est
dans l'éducation managériale, dans les études, on a appris aux gens à être des savants sur des tas de choses, sur le savoir technique, sur les choses et les sciences, etc. Et très souvent, quand on prend des jeunes diplômés, quel que soit le diplôme, on dit mais on va passer beaucoup de temps ensemble simplement à apprendre, à comprendre tout ce que tu ne sais pas encore. Et pourtant, quand tu arrives, on t'a éduqué pour que tu commences à trouver des solutions, à exprimer des choses, etc. Alors qu'en fait, il faut d'abord essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui est en train de se produire, etc., avant de partir en mode solution. Et le management, souvent, il part en mode solution. Et souvent, par exemple, quand on reçoit une question, moi j'apprends beaucoup de monde, hein, et je m'exerce aussi, à essayer de comprendre quelle est la vraie question. Parce que la question, elle est orientée de manière à ce qu'on lui apporte une solution directement. En fait, si vous les responsabilisez, si vous apportez, chaque fois qu'on vous apporte une question, vous apportez une solution, qui en général ne marchera pas d'ailleurs, la personne en face, vous ne l'écoutez pas en fait. Vous êtes là en mode, vous lui garage droit, c'est-à-dire que vous lui donnez du truc à manger en permanence. Et puis du coup, c'est déresponsabilisant parce que la personne ne va pas s'engager, elle va pas essayer de se poser elle-même la question, elle va vous renvoyer la question en permanence, vous trouvez une solution, et après, ça sera votre solution, ce ne sera pas la sienne. Et donc, si ça ne marche pas, c'est votre problème. Donc ça, c'est déresponsabilisant au possible. Il faut passer beaucoup de temps à écouter les questions, à essayer de comprendre ce qu'essaye de nous dire la personne qui est en face. Et on passe beaucoup de temps à ça, et moi, je passe beaucoup de temps à ça. Et donc, je fais aussi beaucoup de terrain, c'est-à-dire que je vais voir les gens en situation, et je regarde, est-ce qu'ils me regardent? Je regarde à quelle vitesse ils avancent. S'ils avancent lentement et qu'ils ne me regardent pas, je me dis, oh, il y a un énorme problème. Si ils avancent vite et qu'ils ne me regardent pas, c'est qu'ils sont probablement un peu stressés. S'ils avancent vite et qu'ils me regardent, en général, ils ont super envie de faire des trucs. Et donc, c'est une petite chose comme ça. Et donc, on va regarder sur le terrain et il faut passer du temps à écouter ce que. Et presque le plus difficile en tant que chef d'entreprise, c'est d'écouter ce que le collectif. C'est d'entendre les signaux faibles de l'organisation, de sentir les moments où collectivement il y a des choses qui fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Ça c'est plus compliqué. Et pour ça, il faut vraiment avoir envie d'entendre ce que vit l'organisation. Donc il faut passer du temps et il faut aller au-delà des questions qui sont posées. Essayer de me dire qu'est-ce que la personne me dit. Et quand je suis dans une réunion, je suis toujours en train de me dire, donc je suis dans la réunion, et souvent je me dis, mais comment se passe la réunion? Comment sont les personnes? Est-ce que les personnes, est-ce que tout le monde est dedans? Est-ce que les personnes sont en train de faire des mails? Si les personnes font leurs mails, c'est qu'elles ne sont pas dans la réunion. Si elles répondent au téléphone, c'est que ça ne va pas. Est-ce qu'elles sont dans l'écoute? Est-ce qu'elles sont vraiment dedans? Sinon, ou alors c'est que le sujet n'est pas intéressant. Donc à ce moment-là, il faut arrêter le sujet. Ça m'arrive souvent, ça, de dire, non mais on s'arrête. Personne n'est dans la réunion. Là. Donc, en fait, c'est que le sujet n'intéresse personne. Donc, on va s'arrêter. Donc, il faut se mater, passer souvent à essayer de se mettre souvent en recul par rapport à l'événement qui se produit instantanément. Et trop souvent, je vois des managers qui sont uniquement dans l'instant, quoi, dans l'action. Prendre du recul, prendre de la hauteur. Donc, effectivement, merci. C'est plein d'anecdotes qui montrent vraiment, vraiment bien comment on peut être à l'écoute. Et je partage ça avec vous. L'écoute, c'est l'écoute individuelle que vous pouvez avoir avec une personne. Et puis, c'est écouter son collectif, écouter son écosystème aussi. J'élargirai à ça aussi pour parler des signaux faibles, pour identifier les signaux faibles de nos clients, de nos parties prenantes. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place systématiquement dans tous les pays du monde. C'est qu'on a créé des customer rooms. Les customer rooms, c'est toutes les semaines, donc des centaines de personnes dans le groupe, partout dans le groupe, qui sont uniquement là pour prendre les problèmes des clients. Et ça c'est transparent. Il n'y a pas d'organisation qui compte. La seule chose, c'est
qu'est-ce qu'on répond au client, comment on résout son problème. Et donc ça fonctionne très très bien. Et on a ce système qui est maintenant en place partout et qui nous a fait faire des progrès fantastiques, justement, pour être à l'écoute de la réalité de ce que vivent nos clients. Parce que nous, on se raconte plein de trucs en interne, on est vachement bien, etc. Puis, souvent, on est surpris de voir ce que nous dit. Donc, c'est cette écoute. Donc, vous appelez ça des customer rooms. D'accord. C'est récent ou pas? Enfin, c'est, Florence, 2 ans qu'on a mis ça en 2 ans? place. Depuis 2018, ouais. D'accord. Ça va dans cette transformation, en fait. C'est accompagner cette transformation aussi. En fait, on a mis en place une organisation très complexe. Et donc, la question, c'est comment on fait dans une organisation, pour être efficace, il faut que les gens soient concentrés sur un périmètre, un champ d'action donné. Mais plus les gens sont concentrés sur un champ d'action donné, moins ils pensent à se connecter aux autres champs d'action nécessaires. Et donc, un client, souvent, il a affaire à plein de différents départements, de choses comme ça. Et donc, la question, c'est est-ce que la priorité du département correspond à la priorité des clients? En créant les customer rooms, on a vu que la priorité, c'est de résoudre les problèmes des clients. Ça, c'est pas une question d'organisation. C'est toutes les organisations qui viennent dans les customer rooms s'organiser pour résoudre les problèmes des clients. Et après, on traite le reste. Oui, c'est la notion de transversalité, en fait, ce que vous avez instauré là-dessus. Alors, j'ai beaucoup de questions qui me demandent, c'est quoi le rêve de Michelin pour 2050? Le rêve de Michelin, c'est d'avoir été reconnu comme ayant contribué à aider l'humanité à conquérir 7 nouvelles frontières. Et les frontières de l'humanité ne sont pas encore choisies. Il y a un travail qui va être en cours entre maintenant et l'été. On va impliquer, j'espère, les 124 000 personnes du groupe pour choisir les 7 nouvelles frontières de l'humanité. Je connais quelques-unes. Moi, j'ai en tête des trucs, et je ne vais pas les dire parce que sinon tout le monde va essayer de dire, donc je ne veux pas. Voilà. Et c'est cette frontière. Alors, on a quand même quelques idées, mais je vais vous en donner une. Non, je ne vais pas vous en donner. Je vais pas vous donner. Non, il ne faut pas qu'il y ait une influence. Ne spoilez pas, vous avez raison. Donc, ça veut dire, ce que je comprends, Florence, c'est que quand vous parlez d'humanité, ça veut dire que le rôle que vous donnez à l'entreprise, il est bien au-delà, en fait, du cercle de l'entreprise. Là. On dépasse, finalement, le rêve, il est pour quelque chose de plus grand que l'entreprise, en fait. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Et est-ce que c'est ça aussi, quelque part, qui fait que les gens, ils ont envie d'y aller, en fait, dans ce… J'étais frappé quand je vois une cathédrale, je me dis, mais c'est incroyable. Ça se passe sur des siècles. Des gens qui vont aller. Donc, le tailleur de pierre, quand il taille une pierre, il ne fait pas que tailler une pierre, même de manière excellente. Il participe à la construction d'une cathédrale. C'est dingue. Et donc, du coup, ça mobilise sur des générations. L'architecte qui démarre, ce n'est pas celui qui finit. Et donc, l'entreprise, pour moi, c'est pareil. Donc, le rêve de l'entreprise, on l'a défini à 2050 exprès, parce qu'on s'est dit, il faut qu'on participe à des grands défis de l'humanité, sur lesquels nos technologies, nos savoir-faire ont du sens. C'est pour ça qu'on va en choisir 7. Peut-être 7 ou 5, si on n'arrive qu'à 5, on en prendra 5. Mais donc, un des grands défis, par exemple, de l'humanité, c'est comment on voit bien que quand les gens ont été mobiles, ils ont progressé. On vit aujourd'hui avec un âge moyen de 70, 75 ou 80 ans suivant les pays. Il y a 3 siècles, c'était 28 ans. Alors, et on est 7 milliards, alors qu'il y a 3 siècles, on était 1 milliard. Donc, on vit quand même globalement beaucoup, beaucoup mieux. Et ça, c'est grâce au progrès. Et une partie de ce progrès, il vient du fait que les gens ont pu passer d'un village en village, ont pu aller avoir accès. Et donc, la mobilité, elle permet l'accès à la culture, au savoir, au loisir, à l'émotion, au travail. Et donc le défi de notre humanité, un de nos défis actuels, c'est de ne pas restreindre la mobilité. C'est d'encourager, mais c'est de diminuer l'impact lié à cette mobilité. Là, c'est un champ formidable, ça. L'hydrogène, des tas de trucs, parce que derrière, c'est de dire, on peut concevoir la même mobilité, voire plus de mobilité, mais avec beaucoup moins d'impact. Etc. Donc, voilà, les grands défis de l'humanité, c'est comment faire pour nourrir tout le monde.
fabrique des pneus, par exemple, pour des engins agricoles, qui, quand ils passent sur le sol, laissent moins d'empreintes au sol qu'une patte de lapin. C'est-à-dire qu'en gros, on évite la compaction du sol à l'endroit où passe le tracteur. Vous savez, quand on regarde, on est en avion, quand on regarde les champs, on voit souvent là où sont passés les tracteurs. Parce que rien ne pousse là où ils sont passés, parce qu'ils compactent le sol. Nous, on a développé des technologies qui évitent de compacter le sol. Quand le pneu passe sur le sol, il est tellement en basse pression que finalement, l'engin ne laisse pas la plante peut pousser en dessous. Donc ça, c'est le genre de technologie important. Demain, les minerais dont on aura besoin, il faudra qu'on aille les chercher en dehors de la Terre. Et comme s'affranchir de la gravité, c'est très cher, en fait, on fera une base lunaire qui sera la base de départ des missions minières, notamment, qui iront chercher des métaux sur les météores ou d'autres planètes, dont on aura besoin sur notre planète. Et donc, la question, c'est comment vous faites. Le truc que vous ne voulez pas avoir, c'est un appel de la station lunaire qui vous dit, voilà, j'ai un pneu crevé, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il n'y a pas d'atmosphère là-haut, il n'y a pas de... Donc, etc. Donc, quand vous réfléchissez à tout ce que Michelin peut faire, c'est extraordinaire. Demain, on est en train de développer les technologies aujourd'hui qui permettent de réparer le corps humain. Avec des molécules vers lesquelles les cellules vont naturellement en disant, ah tiens, c'est une nouvelle molécule, elle est sympa, et viennent autour l'économiser. Et puis ensuite, la molécule qu'on a mise va disparaître dans le corps et les cellules sont réparées, des tissus veineux, des muscles, des choses comme ça, avec ce type de technologie. Demain, on pourra porter des médicaments sur ce type de molécules sous la peau, avec ça détruira uniquement le médicament dont on a besoin, et ensuite, le corps disparaîtra, il aura été complètement biocompatible. Etc. Donc, je pourrais en parler là, des heures. Bon, c'est très intéressant. Je vois qu'on a touché bientôt à sa fin cette matinale. Florent, si vous m'entendez bien. Je voulais juste pour le mot de la fin, Florent, que vous nous disiez, si vous deviez conseiller aux dirigeants aujourd'hui qui sont dans cette interrogation de savoir, enfin, j'espère que c'est plus une interrogation, mais à qui vous avez donné quelques solutions pour savoir comment on y va, qu'est-ce que vous leur diriez? Quels conseils vous leur diriez s'il y avait 3 conseils ou 3 clés de succès que vous leur diriez qu'il faut faire pour qu'ils puissent réussir ces transformations? Ça serait quoi pour résumer en synthèse? Ça me gêne que vous me demandiez de donner des conseils parce que je ne sais pas. D'expérience. 3 expériences. Vous leur diriez quoi? Je vous fais part de mes expériences. J'ai commencé à progresser le jour où j'ai arrêté de me considérer comme un surhomme et où j'ai accepté mes fragilités et mes peurs. Et donc, les gens avec lesquels je travaille savent à certains moments quand je ne sais pas. Quand j'ai la trouille de faire un truc, ils le voient. Ils le savent, et parce que je leur dis. Parce que pour moi, le courage démarre finalement quand on fait face à ses peurs et que. Ça peut faire l'ennemi. Hein. Moi, je fais une grande distinction entre l'inconscience et le courage. Et la deuxième expérience que j'aurais, c'est on m'avait posé une fois la question en disant si vous étiez jeune, nouveau, qu'est-ce que vous ne referiez pareil? Je dirais je parlerais beaucoup moins. Si je me remettais 20 ans en arrière, je parlerais beaucoup moins. Et j'écouterais beaucoup plus. Et puis la troisième expérience, c'est que le talent chez les gens, il est infini. Et donc, à chaque fois, moi, je suis bluffé par ce qu'arrivent à faire les gens. Et ce n'est pas une question de métier, de position. C'est souvent une question d'envie. Et donc, moi, mon boulot, c'est de passer en permanence de l'énergie. Mon sujet, c'est de donner de l'énergie aux gens. De faire en sorte que quand on se voit, on arrête à la sortie de notre réunion, ils aient plus d'énergie. Ils ont plus envie de faire des trucs. Et ils se fassent confiance. Et pour moi, d'éliminer finalement tout ce qui les empêche d'exercer leur talent et d'avoir envie. Ça, mais ce ne sont pas des conseils.
c'est certains aspects de mon expérience. Merci de nous les partager, Florent, et puis merci de nous les partager de manière authentique, parce que oser effectivement passer de l'omniscient à l'omnipotent, dirigeant brillant au leader éclairé, ça sera le sujet de notre soirée du 12 juillet, et c'est vraiment ça en fait. Je crois que vous l'incarnez vraiment. C'est comment d'abord je fais ce travail de moi-même, de me dire j'arrête de penser que je sais tout, et finalement je délègue je partage. Et je m'inspire et voilà, de tout ce que les gens peuvent m'apporter aussi au service du collectif, et je le mets au service des gens, et donc voilà, d'accepter de partager le pouvoir, de partager le savoir, et d'avoir partagé avec nous ces moments, ces succès, ces témoignages en fait. Je trouve que c'est vraiment merci de l'avoir fait en toute authenticité, Florent. Donc on va boucler cette matinale avec vous, Florent. On pourrait parler des heures, et je sais qu'avec la passion qui vous anime et l'incarnation que vous aviez, vous pourriez le faire. Oui. Merci de m'avoir écouté. Mais c'est très, 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 très bien. Merci d'avoir accepté encore une fois cette invitation. Merci à tous les participants, parce qu'il y a eu plein de questions et on n'a pas pu tous les gérer, mais il y aura un replay. Donc, voilà, vous pourrez aussi réentendre des réponses que vous n'avez pas forcément entendues, et puis peut-être continuer ces échanges-là. Je voulais juste vous rappeler, pour finir, que notre prochaine matinale donc, aura lieu donc le 6 mai. Que le 6 mai, elle sera animée par Denis Coquet. Denis Coquet, qui est un conférencier international, qui est consultant spécialiste du leadership, et qui est voilà, et qui nous parlera justement du modèle de leadership en 3D, un autre modèle qui est effectivement celui dont on s'est inspiré pour la fabrique des leaders éclairés, et qui justement vous expliquera c'est quoi, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'aujourd'hui il est aussi adapté aux enjeux d'actualité de ce que nous vivons, et comment il peut faire face à tous les enjeux qu'on est en train de vivre et qu'on va vivre dans le futur. Voilà, donc je vous invite à vous inscrire dès à présent, donc toujours sur le site de la Fabrique des leaders éclairés. Et puis, je vous souhaite à tous, à toutes, une excellente journée. Merci d'avoir assisté à cette matinale, d'avoir participé. Merci encore, Florent, et merci à tous les participants d'avoir été extrêmement actifs sur cette matinale. Je vous souhaite une très, très bonne journée à tous. Au revoir.